Il y a des films que l'on croit connaître parce qu'ils sont passés 100 fois à la télévision, des films qu'on n'analyse plus parce qu'ils ont fini par faire partie du mobilier mental, au même titre que le sapin, la dinde, les guirlandes et cette étrange culpabilité familiale qui se réveille toujours vers la fin décembre. Maman, j'ai raté l'avion appartient à cette catégorie. On le connaît trop bien. Donc on le regarde trop vite. On se souvient de Michael Culkin, de Joe Pesci brûlé au chalumeau, de Daniel Stern hurlant avec une tarentule sur le visage, de la fausse scène du gangster, du cri devant le miroir, et l'on oublie parfois que le film est un petit objet de cinéma extrêmement précis, presque une machine suisse cachée dans un paquet cadeau. Le film sort aux États-Unis le 16 novembre 1990. Il est réalisé par Chris Columbus, écrit et produit par John Hughes avec Macaulay Culkin, Joe Pesci, Dan Stern, Catherine O'Hara et John Hurd. Produit pour un budget relativement modeste, il devient un phénomène colossal avec environ 476,7 millions de dollars de recettes mondiales. Et il sera même sélectionné en 2023 par la Library of Congress pour entrer au National Film Registry, c'est-à-dire parmi les films jugés culturellement, historiquement ou esthétiquement importants pour le patrimoine américain. Ce dernier point est intéressant parce qu'il confirme quelque chose que le public savait déjà sans forcément l'avoir formulé. Home Alone n'est pas seulement un succès populaire, c'est un film qui a capté quelque chose de profond dans l'imaginaire américain. La maison, la famille, l'enfance, la consommation, la peur de l'abandon, la violence ludique, Noël comme décor sacré et comme machine commerciale, tout cela tient dans ce film. Faussement simple, où un enfant de 8 ans devient pendant quelques jours le maître absolu d'un royaume domestique. Et c'est peut-être là qu'il faut commencer. Maman, j'ai raté l'avion est un film sur le fantasme d'autonomie de l'enfant, mais un fantasme piégé. Kevin veut que sa famille disparaisse. Sa famille disparaît, le conte de fées se réalise. Mais comme toujours dans les contes de fées, le souhait est une malédiction déguisée. Pour comprendre Maman, j'ai raté l'avion, il faut d'abord repartir de John Hughes. Hughes, c'est l'un des grands cartographes de l'adolescence et de la famille américaine des années 80. Sixteen Candles, The Breakfast Club, Ferris Bueller's Days Off, Uncle Buck, Planes, Trains and Automobiles. Chez lui, l'Amérique moyenne est un théâtre de frustration, de malentendus, de névroses domestiques, de petits drames intimes qui prennent des proportions énormes parce qu'ils sont vécus depuis l'intérieur. Hughes a un talent particulier. Il prend au sérieux les émotions qui, vues de l'extérieur, pourraient sembler ridicules. Un adolescent humilié, un père absent, une mère débordée, un enfant vexé, une dispute familiale autour d'une pizza au fromage. Chez Hughes, ce ne sont jamais des petits sujets, ce sont des volcans miniatures. Il filme ou écrit souvent l'Amérique blanche, suburbaine, confortable, pavillonnaire, mais il sait que sous la moquette propre et les escaliers bien cirés se cachent des gouffres. Dans Maman, j'ai raté l'avion, le point de départ est presque une blague de carnet. Et si, dans la panique du départ en vacances, une famille oubliait un enfant à la maison? Hughes aurait eu l'idée, en préparant un voyage, en dressant la liste de ce qu'il ne fallait pas oublier, avant d'imaginer l'hypothèse absurde, oublier son enfant. Cette idée est géniale parce qu'elle repose sur une angoisse très concrète. Le film ne commence pas dans le fantastique, il commence dans la logistique. Des valises, des billets, des pizzas, des enfants qui courent, des adultes qui crient, une maison saturée de corps, de paroles, de bruit. La catastrophe ne vient pas d'un monstre, d'un tueur masqué ou d'une malédiction, elle vient d'une addition ratée. Un enfant du voisinage est confondu avec Kevin lors du comptage. L'erreur est administrative, presque bureaucratique. C'est la famille transformée en système défaillant. Et là, le titre original Home Alone est plus secte, plus inquiétant que le titre français Maman, j'ai raté l'avion. Insiste sur la comédie et sur l'événement. Home Alone insiste sur l'état. Être seul à la maison. Être seul dans le lieu qui devait être celui de la protection absolue. Roger Ebert notait dans sa critique que le titre évoque à la fois la peur enfantine d'être seul et la liberté grisante de faire ce que les adultes interdisent. Le film entier naît de cette double pulsion. Terreur et jouissance. Kevin est abandonné, mais Kevin est libre. Il est en danger, mais il est roi. Chris Columbus est souvent sous-estimé. On le réduit volontiers à un bon faiseur familial, ce qui est une manière très injuste de dire qu'il sait filmer clairement, efficacement, avec une compréhension redoutable du rythme émotionnel. Avant Home Alone, Columbus est déjà associé à l'imaginaire amblin. Il a écrit Gremlins et Les Goonies. Cela compte énormément. Parce que Maman, j'ai raté l'avion est un film familial, mais c'est aussi un cousin éloigné de Gremlins. Dans les deux cas, Noël n'est pas un simple décor chaleureux, c'est un décor contaminé. Dans Gremlins, la petite ville enneigée devient un carnaval de créatures destructrices. Dans Home Alone, la maison de famille devient un théâtre de pièges, de coups, de chutes, de brûlures, de cris. Les deux films partagent une même idée. Derrière la vitrine de Noël, derrière les lumières douces, il y a du chaos. Un chaos presque enfantin, mais pas innocent.
Christophe Columbus apporte cependant une rondeur que Joe Dante, réalisateur des Gremlins, n'aurait probablement pas recherché de la même façon. Dante est plus acide, plus satirique, plus pop, plus cruel. Columbus, lui, arrondit les angles. Il croit à la réconciliation, il croit à la famille, il croit au retour de la mer, au pardon, à la neige, sur la maison comme couverture morale. Il y a chez lui quelque chose de profondément Spielbergien. L'enfant au centre du monde, les adultes trop occupés, la maison comme espace magique, la peur nocturne, puis la restauration émotionnelle finale. Mais attention, cette douceur n'empêche pas le film d'être extrêmement violent. C'est même l'un de ses charmes les plus bizarres. Home Alone est un film tendre qui finit comme un Tex Avery avec traumatisme crânien. Il commence en chronique familiale et se termine en cartoon de guerre. Columbus fait tenir ensemble deux films qui auraient pu se détruire mutuellement, le conte sentimental et le slapstick sadique. Le premier film dit un enfant doit comprendre qu'il aime sa famille. Le second dit regardons deux cambrioleurs mourir 15 fois sans mourir. Entre les deux, le cinéma trouve une zone d'impunité joyeuse, un espace où la violence devient chorégraphie, où la douleur devient gag, où le cri devient musique. Kevin McAllister n'est pas seulement le protagoniste, il est le réalisateur secret du film. Au début, il subit la mise en scène familiale, il est coincé dans un cadre trop plein. Trop de cousins, trop d'adultes, trop de valises, trop de bruit, la caméra organise la maison comme une ruche hystérique. Kevin est petit dans l'image, souvent recouvert par des voix des autres. Humilié par Buzz, accusé d'avoir provoqué le chaos autour de la pizza, la famille McAllister fonctionne comme une mini-société où Kevin est le dernier échelon, le petit sujet sans souveraineté. Puis, lorsqu'il se réveille seul, quelque chose bascule. Il ne subit plus le décor, il l'habite, il en prend possession, il saute sur le lit, mange ce qu'il veut, regarde des films interdits, fouille dans les affaires, va dans la chambre des autres. Ce n'est pas seulement un enfant qui s'amuse, c'est une prise de pouvoir spatiale. Le film devient alors une fantaisie de mise en scène. Kevin organise des illusions, il utilise des mannequins, des silhouettes, de la musique, des lumières, des découpes dans l'espace. La fausse fête destinée à tromper les cambrioleurs est une pure scène de théâtre domestique. Kevin devient machiniste, décorateur, accessoiriste, projectionniste. Il fabrique du cinéma avec des bouts de maison. La scène du faux gangster, Angel with 50 Souls, est capitale. Le film que Kevin regarde n'existe pas réellement. C'est une fausse œuvre créée pour Home Alone, pastiche évident des films de gangsters des années 30. Et son titre fait penser à Angels with Dirty Faces de Michael Curtis avec James Cagney. Ce faux film noir devient une arme. Kevin l'utilise pour effrayer le livreur de pizza, puis Marv. Il transforme une image enregistrée en présence menaçante. C'est du cinéma comme prestidigitation. À ce moment-là, Kevin comprend intuitivement une chose essentielle. Le cinéma est l'art de faire croire qu'il y a quelqu'un là où il n'y a personne. La maison est vide, mais Kevin le peuple de fantômes. Des silhouettes dansent, une voix de gangster aboie, un vieux film devient un revolver sonore. Kevin comment compense l'absence par la mise en scène. C'est très beau cinématographiquement parce que le film parle de solitude, tout en montrant comment l'imaginaire remplit le vide. Kevin n'est pas seulement un enfant malin, c'est un enfant qui découvre que le monde peut être manipulé par le cadre, le son, la lumière et l'image. Il n'a pas besoin d'être fort, il doit seulement savoir où placer la caméra mentale de ses adversaires. La maison des McAllister est l'un des grands décors de cinéma populaire américain. Elle n'est pas seulement un lieu, elle est une géographie morale. L'extérieur de la maison a été tourné à Winnetka, dans l'Illinois, au 671 Lincoln Avenue, dans une région déjà associée à l'univers de John Hughes. Certains intérieurs ont été recréés en studio, notamment pour permettre la circulation de l'équipe et la mise en place des cascades. Ce détail de production est important parce qu'il se sent dans le film. La maison est crédible, mais elle est aussi trop parfaite pour être simplement réaliste. Elle ressemble à une maison rêvée par un enfant. Des escaliers, des couloirs, un grenier, un sous-sol inquiétant, des chambres interdites, des placards, des recoins, des fenêtres, une cuisine pleine de ressources. C'est une maison carte, une maison jeu vidéo avant l'heure. On y progresse par zone, par niveau, par piège. Elle est aussi un château. Les White Bandits, Harry et Marv, ne viennent pas simplement cambrioler une demeure, ils attaquent un royaume. Le film glisse alors vers le film de siège. On peut penser à Rio Bravo, à Assaut de John Carpenter, à La Nuit des Morts Vivants de George A. Romero, voire à l'Asian Pike de Sam Peckinpah si l'on accepte de pousser la comparaison dans une zone plus adulte et plus venimeuse. Dans tous ces films, un lieu fermé devient le dernier rempart contre l'extérieur. Mais ici, le défenseur est un enfant. Et les armes ne sont pas des fusils mais des jouets. Des pots de peinture, des goudrons, des décorations de Noël, des voitures miniatures. Le génie du film est là. Il transforme l'arsenal domestique en artillerie burlesque. La maison n'est plus un décor, elle devient une extension du corps de Kevin. Chaque escalier, chaque poignée, chaque marche, chaque ampoule devient un organe défensif. Il y a quelque chose de très américain dans cette idée, défendre sa propriété.
Mais le film le rend absurde, enfantine, carnavalex. Ce n'est plus Clint Eastwood sur son Porsche, c'est un garçon en pull rouge qui fabrique un Vietnam de banlieue avec un sèche-cheveux et des micro-machines. Ce qui donne au film sa saveur étrange, c'est que la maison est à la fois un cocon et un piège. Pour Kevin, elle est un territoire d'apprentissage. Pour Harry et Marv, elle devient un organisme hostile. Pour la mère, elle est l'objet d'un désir de retour. Pour le spectateur, elle est le lieu de nostalgie. Une maison impossible, trop grande, trop chaude, trop pleine de Noël, un fantasme immobilier et affectif. C'est là que Home Alone touche à quelque chose de très puissant, la maison familiale comme paradis perdu. Même quand elle est insupportable, même quand on veut que tout le monde disparaisse, elle reste le lieu vers lequel il faut revenir. On dit souvent que Maman, j'ai raté l'avion est un film de Noël. C'est vrai, mais il faut préciser. C'est un film de Noël parce que c'est un film sur la culpabilité. Noël au cinéma, ce n'est presque jamais seulement une fête, c'est une machine morale. Dans La vie est belle de Frank Capra, Noël devient le moment où une communauté se révèle. Dans Miracle sur la 34e rue, Noël interroge la croyance. Dans Scrooge de Richard Donner, version moderne de Dickens, Noël force un homme à contempler sa sécheresse intérieure. Dans Gremlins, Noël libère une violence refoulée sous la marchandise. Dans Die Hard, autre film de Noël par effraction, la fête encadre une reconquête conjugale à travers le film d'action. Home appartient à cette tradition, mais en version familiale. Tous les personnages doivent payer quelque chose. Kevin doit payer son désir de disparition familiale. Kate, sa mère, doit payer son oubli. Le vieux Marley doit payer son éloignement avec son fils. Même Harry et Marv payent, évidemment, mais eux payent avec leur peau, leur crâne, leurs dents, leurs pieds, dans une comptabilité corporelle que Tex Avery aurait validée d'un tampon enflammé. Mais le film est construit sur des fautes symétriques. Kevin souhaite ne plus avoir de famille, sa mère oublie Kevin. Marley ne parle plus à son fils, les cambrioleurs violent les maisons. Tout le monde est séparé de quelque chose. Le récit consiste donc à faire rentrer les corps dans les bons foyers, à réparer les circuits affectifs. La séquence de l'église est souvent sous-estimée. Elle ralentit le film, elle suspend la mécanique comique, elle sort Kevin du pur fantasme de toute puissance. Le vieux Marley, figure d'abord monstrueuse, devient un miroir. Kevin a peur de lui parce qu'il l'a transformé en croque-mitaine à partir des récits de Buzz. Mais Marley est simplement un homme triste, séparé de sa famille. Le film passe alors du conte d'enfant au mélodrame discret. Cette scène est très importante parce qu'elle évite que Kevin ne soit seulement un petit stratège sadique. Elle lui donne une intuition morale. Il comprend que la solitude n'est pas seulement une aventure excitante, elle peut devenir une prison. Et il donne à Marley un conseil qui vaut aussi pour lui-même. Parler, revenir, demander pardon, franchir la peur. À partir de là, la défense de la maison n'est plus seulement un jeu. Kevin ne défend pas seulement des meubles ou des bijoux, il défend la possibilité du retour familial. Il protège le foyer jusqu'à ce que le foyer redevienne habitable. Harry et Marv sont des figures merveilleuses parce qu'ils appartiennent à plusieurs traditions en même temps. Ils sont d'abord les deux idiots du burlesque classique, on pense à Laurel et Hardy, évidemment, le petit nerveux et le grand lunaire, le cerveau et le corps, la colère et l'inertie. Harry, joué par Joe Pesci, est compact, agressif, électrique. Marv, joué par Daniel Stern, est plus grand, plus mou, plus enfantin, presque animal dans sa manière de subir les événements avec retard. Le duo fonctionne parce qu'il est immédiatement lisible. Mais ils sont aussi des ogres de conte. Ils veulent entrer dans la maison de l'enfant. Ils rôdent dans le quartier, ils mentent, se déguisent, observent. Harry apparaît d'abord sous l'uniforme rassurant du policier. C'est une idée presque Hitchcockienne. L'autorité est déjà contaminée. Le danger entre sous le masque de la sécurité. Et puis, il y a Joe Pesci, impossible de ne pas sentir l'étrange court-circuit produit par sa présence. En 1990, Pesci est aussi l'acteur de Goodfellas de Martin Scorsese, où sa violence est terrifiante, imprévisible, adulte. Dans Home Alone, cette même énergie est miniaturisée, rendue compatible avec le film familial. C'est comme si un fragment du cinéma mafieux avait été aspiré dans un cartoon de Noël. Le résultat est délicieux parce que Pesci ne joue jamais totalement gentil, il reste dangereux, il mord, il grogne, il menace de manière presque trop crédible. Ted Stern, lui, est le corps sacrificiel absolu. Il hurle comme un personnage de dessin animé auquel on aurait donné une cage thoracique. Sa voix devient un instrument. Le film utilise ses cris comme ponctuation musicale. Il a quelque chose de très Keatonien dans son endurance, mais un Keaton privé de dignité stoïque. Buster Keaton encaissait le monde avec un visage de pierre. Marv, lui, se désintègre bruyamment. Le génie du duo, c'est qu'il permet au film de pousser la violence très loin sans basculer dans l'horreur réaliste. Leur stupidité les rend presque immortels. Le spectateur sait qu'ils souffrent, mais il sait aussi qu'ils appartiennent à une autre physique. Ils vivent dans un monde où l'on peut recevoir un fer à repasser en plein visage et continuer la scène. Le film ne relève plus du naturalisme, mais de la gravité cartoonesque. La dernière partie de Maman j'ai raté l'avion est souvent résumée au piège, mais il faut la regarder comme une grande séquence burlesque architecturale. Le slapstick
repose sur une idée simple, le corps humain confronté à un monde matériel hostile. Chez Chaplin, le corps esquive, danse, transforme la contrainte en grâce. Chez Keaton, le corps affronte les machines, des maisons, des trains, des façades qui s'effondrent. Chez Harold Lloyd, le corps est suspendu dans l'espace moderne, au-dessus du vide, accroché à une horloge ou à un immeuble. Chez Laurel et Hardy, le monde domestique se détruit progressivement par logique d'accumulation. Home Alone reprend tout cela, mais le passe à travers l'imaginaire de l'enfant des années 90. Le gag n'est plus seulement une glissade sur une peau de banane, c'est une chaîne de causalité perverse. Le sol est gelé, la poignée brûlante, le chalumeau prêt, les clous au sol, les pots de peinture suspendus. Kevin invente des gags comme on programme un parcours de torture. Mais la mise en scène de Columbus reste d'une clarté admirable. C'est l'un des secrets du film. On comprend toujours l'espace, on sait où sont les personnages, où se trouvent les pièges, quelle trajectoire va produire quelle douleur. Dans une mauvaise comédie, le chaos est confus. Ici, le chaos est cartographié. Chaque gag est annoncé, préparé, exécuté, puis prolongé par une réaction. C'est presque de la musique. On peut aussi rapprocher le film de Tex Avery et de Roadrunner. Harry et Marv sont des coyotes. Ils tombent dans des pièges qu'ils auraient dû anticiper, mais leur désir les rend idiots. Et leur persévérance est absurde. Chaque humiliation devrait les arrêter, mais ils reviennent. Le gag naît de cette obstination. Le corps détruit continue d'avancer. Il y a aussi une dimension sadique qu'il ne faut pas édulcorer. Le film a un plaisir évident à faire mal. Mais ce plaisir est ritualisé. Kevin n'est pas un psychopathe miniature, même si le regard adulte peut s'en amuser. Il est un enfant qui applique la logique des cartoons au monde réel. Et c'est précisément cette friction qui fait rire. Nous savons que ces blessures devraient être atroces. Mais le film nous autorise à les recevoir comme des notes de guidophone. Le burlesque, depuis ses origines, repose sur ce pacte étrange. La douleur des corps devient joie optique. Home Alone réactive ce pacte à l'intérieur d'un film de Noël. C'est un miracle bizarre, la nativité avec fractures multiples. L'un des coups de génie les plus cinéphiles du film est évidemment Angel with 50 Souls, ce faux film de gangster que Kevin utilise comme arme acoustique. Cette fausse archive est fascinante. Elle est tournée pour ressembler à un vieux film noir ou un film de gangster des années 30, images noir et blanc, dialogue sec, violence elliptique, accent dur, menace théâtrale. Elle fonctionne immédiatement parce qu'elle active une mémoire cinéphile collective. Même chez les spectateurs qui n'ont jamais vu Angels vs Dirty Faces, Scarface version 1932, The Public Enemy ou Little Kaiser, elle n'a pas besoin d'être authentique, elle doit ressembler à l'idée que le public se fait d'un vieux film de gangster. C'est de la fausse nostalgie, mais de la fausse nostalgie parfaitement efficace. Le cinéma américain a toujours adoré fabriquer ses propres fantômes. Ici, Home Alone invente un film ancien pour donner de la profondeur à son propre monde. Comme si la maison des McAllister contenait déjà une petite cinémathèque. Kevin, enfant de la télévision et de la VHS, ne distingue pas vraiment le monde réel du monde projeté. Il comprend qu'une image peut avoir une puissance d'action. La scène du livreur de pizza est presque une scène de possession. Le livreur entend la voix du gangster. Il croit en une présence. Kevin synchronise le film avec ses propres réponses, puis déclenche les coups de feu. Il devient monteur en direct. C'est une leçon de cinéma primitive. Le sens naît du raccord. Et cette phrase Keep the change, ya 50 animals devient un fragment mythologique. Elle semble venir d'un vrai classique olivien, alors qu'elle est née pour le film. Home Alone fabrique donc sa propre citation patrimoniale. C'est très fort, le film crée un faux passé qui devient pour les spectateurs un vrai souvenir. On parle beaucoup de Kevin, mais Maman j'ai raté l'avion est aussi le film de Kate McAllister, la mère jouée par Catherine O'Hara. Sans elle, le film pourrait devenir purement mécanique, les pièges, la comédie, le fantasme d'adolescent d'enfant. Mais Kate donne au récit son poids mélodramatique. Elle est la mauvaise mère par accident, donc la mère tragique. Elle a commis l'impensable, mais dans un contexte où le film a soigneusement organisé l'erreur pour qu'elle reste pardonnable. C'est important. Le film ne veut pas la condamner, il veut lui faire traverser une épreuve. Son trajet est celui du retour impossible. Tandis que Kevin apprend à vivre seul dans la maison, Kate tente de revenir dans un monde saturé de transports, d'aéroports, de files d'attente, de billets introuvables. Le film oppose deux labyrinthes. Kevin dans la maison, Kate dans les infrastructures. Lui maîtrise peu à peu son espace, elle, au contraire, se heurte à des systèmes impersonnels. Cette partie du film peut sembler secondaire, mais elle est essentielle à l'équilibre émotionnel. Kate est une héroïne de mélodrame logistique. Son amour maternel est mesuré par sa capacité à supporter l'humiliation, la fatigue, la négociation, le voyage absurde. Elle passe par Dallas, Scranton, les camionnettes, les inconnus, les musiciens ambulants. Elle est prête à tout, non pas dans un grand geste spectaculaire, mais dans une accumulation de petites dégradations. L'apparition de John Candy, en chef de groupe Polka, est typiquement hugazienne. John Candy apporte une chaleur humaine immédiate.
Il est l'Amérique des marges, sympathique, celle des gens qui improvisent, qui bricolent, qui aident. Sa scène avec Catherine O'Hara est drôle, mais elle contient aussi une confession. Il raconte avoir oublié son propre enfant dans un salon funéraire. Le gag est macabre, presque punielien. Sous son emballage mon enfant, mais il sert à dédramatiser la culpabilité de Kate. Elle n'est pas un monstre, elle appartient à une humanité faillible. Catherine O'Hara joue cela magnifiquement. Elle ne fait pas seulement la mère paniquée, elle joue la honte, la fatigue, la rage contre soi-même. Son visage dit constamment comment ai-je pu faire ça. Et c'est ce qui rend le final si efficace. Quand elle rentre, le film ne surligne pas. Kevin est là, elle est là, il y a un silence, une gêne, une douceur, la famille revient, mais quelque chose a changé. Kevin n'est plus exactement le même enfant. Kate n'est plus exactement la même mère. Sous son apparence solaire, Home Alone est plein de petites zones gothiques. Le sous-sol d'abord. La chaudière y est filmée comme un monstre. Elle grogne, elle s'allume, elle semble avoir un visage. C'est un pur moment d'horreur enfantine. Columbus filme la peur irrationnelle sans la mépriser. Pour un adulte, ce n'est qu'une chaudière. Pour Kevin, c'est une créature. Le cinéma est justement l'art de rendre visible cette projection mentale. Le vieux Marley, ensuite, il est introduit comme une légende urbaine de quartier, un assassin supposé, une figure de terreur fabriquée par Buzz. Là encore, le film travaille sur le pouvoir des récits. Kevin a peur de Marley non pas parce qu'il sait quelque chose, mais parce qu'on lui a raconté quelque chose. Le voisin devient écran de projection. Il porte sur lui toutes les fictions que les enfants inventent pour donner forme à l'inconnu. Ce motif est profondément cinématographique. Beaucoup de films sur l'enfance reposent sur cette transformation du voisinage en territoire mythologique. Dans La Nuit du Chasseur, la figure inquiétante de Robert Mitchum hante l'espace enfantin comme un ogre biblique. Dans Du silence et des ombres, Boo Radley est d'abord une légende effrayante avant de devenir une figure protectrice. Dans Eduardo Main d'Argent, la banlieue transforme l'étranger en attraction puis en menace. Home Alone reprend ce mouvement, mais en version lumineuse. Marley passe du statut de monstre à celui de grand-père blessé. La peur de Kevin devient compassion. C'est l'une des leçons discrètes du film. Grandir, ce n'est pas ne plus avoir peur, c'est apprendre que certaines peurs sont faites d'histoires fausses. Il faut parler de la musique. Sans John Williams, Maman, j'ai raté l'avion serait probablement un très bon film comique. Avec John Williams, il devient un conte. La partition de Williams a été nommée à l'Oscar de la meilleure musique originale et la chanson Somewhere in My Memory, composée par Williams avec des paroles de Leslie Bricus, a également été nommée à l'Oscar de la meilleure chanson originale. Ce qui est passionnant, c'est que Williams ne traite pas le film comme une simple comédie. Il le traite comme un récit merveilleux. Il lui donne une ampleur presque religieuse avec chœur, clochette, harmonie de Noël, thème mémoriel. La musique ne dit pas seulement c'est drôle, elle dit ce moment appartient déjà au souvenir. C'est exactement le rôle de Somewhere in My Memory. Le morceau semble venir d'un passé qui n'a jamais existé. Il fabrique une nostalgie immédiate. Dès la première vision, on a l'impression de revoir le film. Williams est très fort pour cela. Il compose des thèmes qui ne se contentent pas d'accompagner les images. Il leur donne une destinée. E.T. devient l'enfance qui s'élève. Jurassic Park devient l'émerveillement devant le vivant. Harry Potter devient la magie avant même que la magie n'agisse. Dans Home Alone, il transforme une maison de banlieue en lieu mythique. La musique de Williams est aussi ce qui empêche la violence finale de devenir trop sèche. Elle encadre le film dans une aura de conte. Même quand Harry a le crâne en feu, nous savons que nous sommes dans une fable de Noël. Le sacré et le gag cohabitent. Un cœur peut mener à un pot de peinture en pleine figure. C'est cette alliance improbable qui donne au film son identité. Maman, j'ai raté l'avion est aussi un document sur son époque. Le film arrive au début des années 90, mais il porte encore beaucoup des années 80 de John Hughes. La banlieue aisée, la famille nombreuse, les grandes maisons, les voyages en avion, la consommation abondante, les pizzas livrées, les magnétoscopes, les téléphones fixes, les répondeurs, les films regardés à la télévision. Tout le film repose sur une technologie aujourd'hui disparue ou transformée. C'est d'ailleurs pour cela que le concept est devenu difficile à reproduire. Dans un monde de smartphones, de caméras connectées, de géolocalisation et de messages instantanés, oublier un enfant devient narrativement plus compliqué. Home Alone appartient à un moment technologique précis, assez moderne pour que la famille voyage loin et vite, pas encore assez connecté pour que l'absence soit immédiatement réparée. Le film est donc devenu une capsule temporelle, mais pas seulement parce qu'on y voit des objets anciens, il capture une certaine idée de la classe moyenne supérieure américaine comme espace de sécurité illusoire. Les McAllister vivent dans une maison immense dans un quartier riche avec les moyens de partir à Paris pour Noël. Pourtant, ce monde confortable est traversé par l'angoisse, cambriolage, disparition, désorganisation, culpabilité.
Harry et Marv, les cambrioleurs, sont aussi les intrus sociaux. Ils veulent pénétrer dans ces maisons pleines d'objets. Le film ne développe évidemment pas une critique sociale complexe, mais il met en scène une tension très nette entre abondance et prédation. Les maisons sont des coffres, les cambrioleurs sont attirés par leur richesse. Kevin, héritier provisoire du foyer bourgeois, défend la propriété familiale avec les moyens d'un enfant. On pourrait dire que Home Alone est un fantasme de propriété privée pour mineurs. Mais ce serait trop réducteur, car Kevin ne protège pas seulement des biens, il protège une fiction affective. Ma maison, c'est ma famille. Le film sait que cette équation est discutable, mais il y croit quand même, avec une naïveté magnifique, ou dangereuse selon l'humeur du spectateur. Pour replacer Home Alone dans une constellation cinéphile, on peut tracer plusieurs filiations. D'abord la filiation burlesque. Chaplin, Keaton, Lloyd, Laurel et Hardy, la dernière partie du film est une série de gags corporels fondés sur la précision mécanique, l'accumulation et la souffrance transformée en rythme. Enfin, la filiation cartoon. Tex Avery, Chuck Jones, le Roadrunner, Bugs Bunny. Kevin est un Bugs Bunny domestique. Henry et Marv sont des prédateurs trop sur deux, condamnés à être humiliés par plus petits qu'eux. La maison devient un désert de cartoon, mais avec papier peint et guirlandes. Troisième filiation, le film de siège. Rio Bravo, Assaut, La Nuit des Morts Vivants, Piège de cristal, un lieu fermé, des assaillants, un défenseur isolé, une montée en tension, une stratégie spatiale, Kevin et John McClane en pyjama, sans muscles, mais avec une imagination de bricoleur pyromane. Quatrième filiation, le conte de Noël. Capra, Dickens, Miracle sur la 34e rue, mais aussi Gremlins et Édouard aux mains d'argent. Noël y a un moment de crise. Pas seulement de réconfort, les lumières révèlent autant qu'elles décorent. Cinquième filiation, le film d'enfance. E.T., les Goonies, Stand By Me, L'argent de poche de Truffaut, Zéro de conduite de Vigo, si l'on veut élargir. Des films où l'enfant n'est pas seulement un adulte incomplet, mais un être doté d'un monde propre avec ses lois, ses terreurs, ses puissances imaginaires. Et enfin, une filiation plus souterraine, le cinéma gothique domestique. La maison trop grande, le sous-sol menaçant, le voisin croque-mitaine, la nuit, les ombres, les bruits. Le film familial contient toujours un petit film d'horreur miniature. C'est l'une de ses épices secrètes. La question importante, ce n'est pas seulement pourquoi le film a-t-il marché en 1990, c'est pourquoi continue-t-il de marcher. Une partie de la réponse tient évidemment à son efficacité comique. Les gags restent lisibles, les personnages sont immédiatement identifiables, la structure est limpide, le film a cette qualité rare des grands objets populaires. Un enfant peut le regarder au premier degré, un adulte peut y lire autre chose. Mais il y a plus. Home Alone touche à un fantasme universel de l'enfance. Que se passerait-il si les adultes disparaissaient? Non pas dans une apocalypse, mais dans une parenthèse. Que se passerait-il si la maison devenait entièrement à moi? Si les règles s'éteignaient, si je pouvais manger n'importe quoi, regarder n'importe quoi, dormir où je veux, parler comme je veux. Le film donne ce fantasme, puis le corrige. Oui, la liberté absolue est grisante, mais elle devient vite silence. La maison sans famille est d'abord un parc d'attractions, puis une coque vide. Le génie du film est de ne pas nier le plaisir de l'autonomie. Kevin s'amuse réellement. Le film ne lui fait pas immédiatement la morale. Il laisse le fantasme respirer. Puis il montre son envers. C'est pour cela que le final émeut. Pas parce qu'il serait subtil au sens discret du terme, il est même très frontal. Mais il est juste. Kevin ne redevient pas simplement un enfant parmi les autres. Il a traversé une initiation. Il a eu peur, il a menti, il a combattu, il a prié, il a conseillé un vieil homme, il a défendu la maison, il a expérimenté symboliquement la vie adulte, puis il accepte de redevenir enfant. Le plan final sur Marley, réconcilié avec sa famille, vient doubler la réunion des McAllister. Kevin voit que son geste a eu un effet. L'enfant a réparé quelque chose dans le monde adulte. C'est une idée très belle. L'enfance n'est pas seulement ce que les adultes doivent protéger, elle peut aussi parfois leur rappeler le chemin du retour. À sa sortie, Home Alone reçoit des avis critiques partagés, voire parfois condescendants. Une partie de la critique voit surtout une mécanique invraisemblable, un sentimentalisme facile, une violence de cartoon. Pourtant, le public l'adopte massivement. Le film reste numéro 1 du box-office américain pendant 12 semaines consécutives et devient l'un des plus grands succès de son époque. Ce décalage est passionnant. Il rappelle que certains films populaires sont mal compris parce qu'ils semblent trop simples. La critique aime parfois les œuvres qui affichent leur complexité. Home Alone, lui, cache son intelligence sous son évidence comique. Il n'a pas l'air de demander une analyse. Il demande du rire, de l'émotion, une disponibilité enfantine. Mais cela ne veut pas dire qu'il est pauvre. Au contraire, le film est une leçon de construction classique. Mise en place, séparation, apprentissage, menace, préparation, assaut, résolution, réconciliation. Tout est net, tout paye. Chaque détail posé dans la première partie revient plus tard. La peur du sous-sol, le vieux Marley, le film de gangster, les décorations, la maison, la relation à la famille, la culpabilité maternelle, c'est un scénario horloge, mais une horloge cachée dans une boule à neige. On peut préférer des films plus ambigus, plus rugueux, plus artistiquement risqués, mais il faut reconnaître
ici un art de l'évidence, et l'évidence est souvent l'une des choses les plus difficiles à fabriquer. Au fond, Maman, j'ai raté l'avion est peut-être moins un film sur l'abandon qu'un film sur le désir contradictoire d'appartenir à une famille. Kevin déteste sa famille au début, ou plutôt, il déteste la place qu'il y occupe. Il est le petit, celui qu'on n'écoute pas, celui qu'on accuse, celui qu'on envoie dormir au grenier. Son souhait de disparition est moins un désir de solitude qu'un désir de souveraineté. Il veut être reconnu comme sujet. La famille dans le film est à la fois insupportable et indispensable. Elle est bruyante, injuste, désorganisée, épuisante, mais elle est aussi ce qui donne au monde son sens. Sans elle, la maison est trop grande. Sans elle, Noël est une décoration sans chaleur. Le film ne prétend pas que la famille est parfaite, il prétend qu'elle est le désordre auquel on veut revenir. C'est une vision très John Hughes, la famille comme catastrophe nécessaire. On s'y blesse, on s'y agace, on s'y perd, mais on y revient parce que la solitude absolue est pire. Il y a là quelque chose de profondément américain, mais aussi de très universel. Le film ne parle pas d'une famille idéale, il parle de cette étrange pulsion qui fait que l'on peut rêver de voir disparaître les siens à 21 heures, puis paniquer devant leur absence à 23 heures. La famille comme bruit qu'on maudit et silence qu'on ne supporte pas. Maman, j'ai raté l'avion est un film que l'on peut regarder comme une comédie de Noël, parfaite. Et ce n'est déjà pas rien, mais on peut aussi le regarder comme une synthèse assez folle de traditions cinématographiques. Conte moral, slapstick, cartoon, film de siège, mélodrame familial, film gothique enfantin, pastiche de gangsters, chronique pavillonnaire américaine. Sa force vient de son équilibre. Trop de sentiments et le film devient sirupeux. Trop de violence, il deviendrait cruel. Trop de réalisme et il s'effondrerait. Trop de cartoon et l'émotion ne prendrait plus. Columbus, Hughes, Culkin, O'Hara, Pesci, Stern et Williams trouvent une ligne miraculeuse, une cruauté sans conséquence, une solitude sans désespoir, une famille imparfaite mais désirable, une maison menacée mais enchantée. Le film est peut-être l'un des grands contes domestiques du XXe siècle. Un conte où l'enfant apprend que la liberté totale est moins belle que le retour d'une mère. Un conte où la maison devient un cinéma. Un conte où les deux cambrioleurs sont sacrifiés sur l'autel du gag. Un conte où Noël n'est pas seulement la fête de la famille, mais l'épreuve qui oblige chacun à comprendre ce que famille veut dire. Et si le film reste aussi puissant, ce n'est pas parce qu'il nous rappelle seulement l'enfance, c'est parce qu'il nous rappelle l'ambivalence de l'enfance. Pouvoir être seul, puis avoir peur de l'être. Vouloir que les adultes disparaissent, puis attendre leur retour. Croire qu'on veut régner sur la maison alors qu'on voulait simplement y être aimé correctement. Sous la neige, les guirlandes et les pots de peinture, Maman, j'ai raté l'avion raconte cela. Le foyer n'est jamais donné, il doit être perdu, défendu, rejoué, pardonné, et parfois pour comprendre qu'une maison est un refuge, il faut d'abord la transformer en champ de bataille.